maintenant qu'on a vu différentes variations entre les langues, on va identifier un peu plus clairement c'est quoi les défis de la traduction automatique, qu'est-ce qui fait que c'est un problème qui est difficile. Une première difficulté qui n'a rien à voir, ou qui n'est pas directement liée du moins à la linguistique, c'est des difficultés d'un point de vue algorithmique. Il se trouve que pour des modèles suffisamment riches qui vont nous permettre de modéliser le genre de variation qu'on observe dans les données linguistiques, on ne va pas être en mesure, la plupart du temps, d'avoir un algorithme de progression dynamique qui nous permet de l'implémenter facilement avec un algorithme qui est efficace, qui a une bonne complexité. Par exemple, ça ne va typiquement pas être possible de convertir le problème de traduction comme un simple problème d'étiquetage, un peu comme on a fait de l'étiquetage morpho-syntaxique, par exemple. On ne va pas pouvoir aligner chacun des mots, par exemple, le mot en français, le premier mot en français, puis le premier mot en anglais, disons. On pourrait définir un HMM en supposant que les étiquettes, l'état caché, ça serait les mots en français, puis chacun générerait son mot associé en anglais. Puis une des raisons pour laquelle on ne peut pas faire ça, c'est que la phrase en anglais et la phrase en français n'ont pas nécessairement la même taille. Puis en plus, un alignement 1 à 1 comme ça ne sera pas bon, entre autres, pour les langues, pour passer d'une langue SVO à une langue SOV, par exemple. Donc ça va impliquer des difficultés d'un point de vue implémentation puis inférence de la bonne traduction, qui rend le problème d'apprentissage automatique, de traduction automatique vraiment difficile. Donc ça, ces difficultés-là, vont être encore plus évidentes lorsqu'on va vraiment voir des modèles plus tard dans le cours. La deuxième difficulté qu'on peut déjà commencer à avoir, c'est vraiment d'un point de vue linguistique, au niveau donc de la nature même des langues. Le livre distingue deux types de difficultés de nature linguistique, de ce qu'on pourrait appeler des différences systémiques, c'est-à-dire qui sont identifiables pour plusieurs langues, qui sont essentiellement liées à la typologie des langues qu'on vient de voir. Mais tu as aussi des différences entre les langues qui sont idiosyncrasiques, c'est-à-dire qui sont vraiment spécifiques à une seule langue. C'est comme une particularité de cette langue-là, puis il faut s'adapter d'une certaine façon juste pour cette langue-là. Donc, au niveau des difficultés plus systémiques, des différences systémiques, c'est un peu ce qu'on a vu précédemment au niveau de la topologie. Les variations SVO, SOV, VSO, ça va nécessairement nécessiter de changer l'ordre des constituants lorsqu'on va faire la traduction. Si on passe de SVO à SOV, ça veut dire que l'ordre entre le verbe puis le complément va devoir changer, l'ordre relatif. Donc, il va falloir gérer ça. Si on passe d'une langue verb framed versus satellite framed, ça veut dire que si on traduit le verbe et son satellite, on ne peut pas le faire séparément. Parce que l'information qui est présente dans le satellite, qui est la manière, si je passe d'un autre type de langue, là, il va falloir transmettre cette information-là dans le verbe dans l'autre langue. Donc, il va falloir traduire ensemble ces verbes et satellites-là. Puis, avec les langues pro-drop, où on peut carrément ne pas avoir de pronom qui serait le sujet d'un verbe, là, il va falloir, si on passe vers une langue qui est pro-drop, faire une inférence de c'est quoi le pronom à insérer. L'information ne sera pas directement accessible dans la phrase source. Il va falloir faire l'inférence d'une certaine façon pour ajouter le pronom lorsqu'on passe à la langue cible. Puis, ça, c'est plus pour les différences systémiques, mais au niveau des différences idiosyncrasiques vraiment spécifiques à certaines langues, on sait, par exemple, qu'en anglais, l'adjectif est plutôt placé en avant du nom, mais en français puis en espagnol, c'est plutôt l'inverse. Okay? Donc, puis encore, on a des exemples ici où on a green witch, en espagnol, ce serait essentiellement witch green. En français, on aurait maison bleue, mais en anglais, on aurait blue house. On a inversé encore une fois l'adjectif avec le nom. Puis en plus, c'est même pas une règle générale. En français, on pourrait avoir grosse maison, par exemple. Donc, ça implique qu'on va avoir des difficultés qui sont vraiment spécifiques à ces langues-là. Puis, en plus, la signification d'un mot peut varier en fonction de l'ordre. Donc, si je parle d'une route qui est mauvaise, une route mauvaise, ça pourrait plutôt faire référence au fait qu'elle est mal pavée et qu'elle n'est pas agréable. Mais la mauvaise route, c'est plutôt la mauvaise direction quand je me dirige, que je conduis une voiture, par exemple. Donc, dans ce cas-ci, mauvaise n'a plus la même signification dans les deux cas, juste à cause de l'ordre. Au niveau du lexique, donc
Un autre mot à utiliser, c'est le vocabulaire. Donc, les mots qui sont utilisés dans une langue, ça va varier. Puis non seulement ça, mais il va y avoir une certaine ambiguïté sémantique dans le processus de traduction. En anglais, par exemple, le mot « basse », en français, ça peut être une basse, fait référence à l'instrument de musique, ou un bar, le poisson. Donc là, à ce moment-là, dans la phrase, si j'ai le mot « basse », il va falloir que j'identifie est-ce que je fais référence à l'instrument de musique ou référence au poisson. Puis, les ambiguïtés peuvent être dans les deux sens. Donc, je pourrais avoir, par exemple, en français, le mot « patte », je pourrais le traduire par « leg » si je parle d'un animal en général, ou si c'est un oiseau, par « foot ». Mais en même temps, « leg », lui, je pourrais le traduire, oui, par « patte » en français, mais ça pourrait être « pied » si je parle d'une chaise. Ça pourrait être, pour un humain, plutôt « jambe ». Encore une fois, « pied », si je parle d'un humain, ça serait plutôt « foot ». Pour une chaise, on a dit que ça serait « leg ». Donc, il y a tout un réseau d'ambiguïté entre les mots du lexique des différentes langues qui rend le problème de traduction vraiment difficile. Puis chaque langue va avoir ses caractéristiques du point de vue de l'ambiguïté des différents mots. Il y a même certains concepts dans une langue pour lesquels il n'y a carrément pas de mots associés. En japonais, il n'y a pas de mot pour le concept de privacy. Il n'y a pas un seul mot qui permet d'identifier ça. Puis il y a des mots en japonais, Oyakoko, qui en est un, qui n'a pas d'équivalent en anglais aussi. Ça, on appelle ça un trou lexical, ou en anglais, un lexical gap. Ça évidemment complique de beaucoup le problème de la traduction, où là, ce mot-là, il faudrait comme le traduire, mais avec essentiellement une phrase, non pas un seul mot. Puis, deux langues peuvent ne pas avoir les mêmes variations morphologiques qui donnent lieu à tous les mots différents puis leurs formes morphologiques différentes que je pourrais observer. Les adjectifs en anglais, on sait qu'on ne les accorde pas, mais en français, on les accorde. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir certains transferts à faire, il va falloir tenir ça en compte. Donc, le même adjectif en anglais pourrait être traduit sous différentes formes morphologiques de la même racine du mot français. Puis, ça peut même créer des ambiguïtés. En anglais, you, ça pourrait être tu ou vous en français. Okay? Ça, c'est une particularité, encore une fois, spécifique de l'anglais et du français. Donc, toutes ces variations-là, systémiques ou idiosyncrasiques, font que ça va vraiment compliquer le processus de traduction. On a un exemple ici où la complexité est comme résumée visuellement. Donc, ici, on a une traduction entre du chinois et de l'anglais, ou plutôt que de mettre les caractères chinois, on a plutôt mis essentiellement le mot anglais, ou une description en anglais de ce à quoi fait référence ce mot-là en chinois. Donc, on voit que, par exemple, l'ordre des mots change. Ce mot-là qui correspond à la traduction de ce mot-là en anglais, tandis que « alone » va être placé juste avant dans la traduction en anglais. On a des mots qui n'ont pas été générés par aucun mot, du moins pas directement, par aucun mot dans la langue en chinois. Donc, on a des mots qui peuvent en générer plusieurs autres, ainsi de suite. C'est plusieurs de ces difficultés-là qui rendent, finalement, ces processus-là qu'on va devoir supporter dans un bon système de traduction automatique, qui rendent le problème vraiment difficile. De bien des façons, le problème de la traduction automatique est considéré comme un des problèmes fondamentaux du traitement automatique des langues parce que ça nécessite autant une bonne analyse syntaxique, mais aussi sémantique de la langue. C'est vraiment un problème complexe et riche en soi que si on réussit à résoudre parfaitement la traduction automatique, on va avoir essentiellement fait un grand pas vers une intelligence artificielle en traitement automatique des langues. Puis, en plus, comme j'ai déjà mentionné, toutes ces variations-là ajoutent une certaine incertitude dans la recherche de la meilleure traduction. L'ambiguïté sémantique, entre autres des mots, est un bon exemple de ça. Puis en fait, pour une phrase donnée, ça se peut qu'il y ait plus qu'une traduction qui soit appropriée. Donc au-delà du fait de générer une bonne traduction, ça se peut qu'il y en ait plus qu'une en fait. Donc ça ajoute un autre facteur d'incertitude qu'on va vouloir tenir en compte lorsqu'on fait une traduction. Donc tout ça ensemble fait que les approches statistiques vont être particulièrement appropriées pour attaquer ce problème-là. Entre autres, l'ambiguïté, où on va pouvoir formuler d'une façon probabiliste c'est quoi la valeur ou la probabilité finalement d'une traduction. Suivre une approche statistique va être particulièrement approprié pour résoudre ce problème-là. C'est ces approches-là qu'on va plus
décrire dans le reste du cours.